aujourd'hui 3 formateurs, 4 formations. Entrepreneur peintre en bâtiment, donc comme on l'a dit pour Angelo. Installateur électricien et smart home domotique qui seront sous la responsabilité de Majid, voilà, qui est lui-même installateur électricien. Et alors maçon chef d'équipe pour notre invité Frédéric. Je propose peut-être de commencer par la plus grosse pièce, les 2 formations d'un coup peut-être, Majid, pour introduire eh bien voilà, installateur électricien et smart home domotique. Majid, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Baouch Abdelmajid. Donc je suis diplômé en génie électrique et en génie physique nucléaire à l'ICEL et par conséquent en même temps un diplômé informaticien à l'université de Namur. Je donne cours dans une université, à l'école supérieure de Condorcet à Charleroi. Et en même temps, je donne cours d'électricité depuis quelques années à l'EFP. Je suis en même temps patron d'une entreprise qui engage 4 personnes, tout ce qui est installation électrique et tout ce qui est domotique. Alors, domotique, c'est simplement tout ce qui est éclairage informatisé. Donc voilà, concernant le métier d'électricien, il faut quand même savoir que l'électricité, on commence depuis début d'année à partir des trucs de base en vous expliquant les bases vraiment d'électricité jusqu'au vous poussez la fin d'année vers vraiment des compétences un peu plus poussées, tout ce qui est un peu plus complexe, on va dire, tout ce qui est même mini-automate programmable. Mais ça, vous verrez, je présenterai tout à l'heure quelques exemples là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à la présentation. Voilà. Super, parfait. Merci Majid. De rien. Alors, eh bien, pour continuer dans les présentations, je propose qu'on passe peut-être maintenant au métier d'entrepreneur peintre en bâtiment. Donc, le métier d'Angelo. Angelo, je vais donc t'ouvrir ton micro. Voilà, je te laisse la parole, Angelo. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Angelo Oria, j'ai 43 ans. Je donne cours à l'EFP depuis 2014. Je suis assez perfectionniste, donc je transmets mon savoir avec passion. J'essaie toujours d'augmenter le niveau et la qualité du travail de l'étudiant, même si son niveau est déjà très bon. J'essaie toujours qu'il s'améliore. Les spécialités dans le métier sont la pose de papier peint et tous les revêtements de sol. Donc, pose de parquet flottant, du vinyle autoportant, etc. J'encourage les étudiants aussi à travailler avec des produits à tendance actuelle comme le Mortex, les peintures à la chaux, des enduits à l'argile, les peintures biologiques évidemment, qui sont mieux pour l'environnement. Tout ce qui est peinture décorative aussi. Et on peut faire aussi des spécialités avec des peintures métalliques. Super. Et Angelo, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as un boulot, évidemment, à côté du fait d'être formateur. Pour le moment, pendant le confinement, on n'a pas pu faire trop de chantiers. Sauf dernièrement, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un abri de jardin. J'ai tapé un abri de jardin d'une cliente parce que ça, on est à l'extérieur et on pouvait, donc la semaine passée. Ok, ça va. Super, merci. Merci Angelo. Avec Alors, voilà donc pour l'introduction du métier peintre en bâtiment. Et alors pour le dernier métier, qui est le métier de maçon chef d'équipe, nous allons laisser la parole à Frédéric Havet. Donc Frédéric qui est au centre fac, je pense. Voilà Frédéric, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Frédéric Havet. Je suis en direct du centre fac dans l'atelier de maçonnerie. Je suis au centre fac depuis le mois de décembre 2019, donc ça fait pas très longtemps. Avant, j'étais prof dans une école de construction à Forêt pendant 3 ans. Et avant ça, j'étais maçon chef d'équipe. J'ai débuté comme manœuvre dans une petite entreprise et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à évoluer dans plusieurs entreprises et j'ai fini chef d'équipe. Ici, au centre fac, on commence la maçonnerie par la brique. Et après, au fur et à mesure, en faisant des petites pyramides, et au fur et à mesure, on complique les pièces d'atelier. Après, on fait les blocs et tout ce qui concerne la construction, dans le gros œuvre surtout. Voilà. Je ne sais pas si…
Ok, pense. super. Merci Frédéric. Voilà, donc vous l'aurez compris, 4 métiers finalement bien différents, mais qui touchent tous au bâtiment. Maçon, électricien et alors peintre, sans oublier évidemment Smart Home Domotique. Donc ces 4 métiers régissent du même pôle, le pôle construction, dont Valérie s'occupe tout au long de l'année et alors sera peut-être avec vous si vous vous inscrivez à nos formations. Ce sera à elle et à son équipe, bien entendu, de vous référer pour toute information peut-être un peu plus administrative. C'est la sonnerie du centre fac, je pense. Oui, Voilà. désolé. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Et donc voilà, je propose peut-être simplement à Valérie de nous expliquer comment se déroulent les formations chez nous, comment ça se passe finalement à l'EFP. Voilà, Valérie. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, à l'EFP, nous faisons principalement de la formation en alternance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la formation en alternance? C'est qu'effectivement, vous venez au cours pour apprendre tout ce qui est théorie du métier. Et en plus donc, de vos cours théoriques, vous devez être en apprentissage ou en stage chez un patron formateur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cela de l'alternance. Donc, en règle générale, les cours sont organisés plus ou moins sur 8 heures à 12 heures en fonction des métiers, en fonction donc, de l'apprentissage ou du chef d'entreprise, donc en centre de formation. Et donc, le reste du temps, vous êtes chez un patron. Donc, pour être un peu plus clair en termes de métier, donc on fait de l'apprentissage et de la formation chef d'entreprise pour les métiers de peintre en bâtiment et d'électricité. Par contre, pour la maçonnerie et la formation Smart Home Domotique, donc qui sont toutes les deux des toutes nouvelles formations qui débuteront en septembre, ce sont uniquement des formations en chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut être âgé de 18 ans ou plus pour pouvoir s'y inscrire. A contrario, donc pour les cours de peinture et d'électricité, on a de la formation en apprentissage et donc là, il est possible de suivre déjà ces formations à partir de 15 ans. Ok, parfait. Voilà. Merci Valérie. Donc voilà, comme Valérie l'a expliqué, c'est de la formation en alternance. Donc une partie au centre, une partie en stage. Et pour les stages, on a quelqu'un qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions de stage, mais qui peut aussi peut-être nous expliquer comment se déroule, comment est-ce qu'on trouve un stage, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'on est rémunéré. Enfin voilà, il y a pas mal de questions évidemment. Bonjour Isabelle, je ne sais pas si vous pouvez déjà peut-être éclaircir un peu nos internautes par rapport à tout ça. Bonjour à tous. On est bien content de vous accueillir dans cet e-tour virtuel. Et effectivement, comme l'a expliqué Valérie, la spécificité de notre dispositif de formation, c'est l'alternance. Donc vraiment, gardez bien en tête que l'idée, c'est d'être dans un cadre de formation qui s'articule sur 2 temps et 2 lieux. Un lieu de formation théorique et même pratique, mais en centre de formation, et un lieu et un temps de formation directement en entreprise. Ça, c'est vraiment la caractéristique de l'alternance et la force de notre dispositif de formation. Donc, bien entendu, toute personne qui commence une formation en alternance, que ce soit en apprentissage pour les plus jeunes entre 15 et 25 ans, ou en formation chef d'entreprise à partir de 18 ans, va suivre des cours à l'EFP et nous allons les accompagner au niveau du SFPME pour leur stage en entreprise. Alors, l'idée, c'est évidemment d'essayer de trouver l'entreprise la plus adéquate possible qui permet de vous apprendre l'ensemble de la pratique que vous devrez maîtriser pour être après un professionnel dans le métier. L'idée étant que le délégué à la tutelle, donc l'agent du SFPME, puisse vous aider, vous orienter, vous accompagner durant toute la durée de votre formation, vous aider à trouver une entreprise de formation. Donc, il y a une responsabilisation quand même de l'apprenant qui doit trouver lui-même son entreprise, mais nous venons bien entendu en support pour vous aider à trouver des entreprises si nous avons des offres qui nous ont été transmises selon les secteurs professionnels. Et alors, vérifier que cette entreprise de formation vous offre un cadre adéquat pour vous apprendre le métier sur la durée de la formation. Cadre adéquat, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau d'un tuteur en entreprise qui saura vraiment tout mettre en œuvre pour vous apprendre les différentes techniques liées à la profession choisie. Et alors, par rapport à ces activités, veillez évidemment à ce que l'ensemble des activités couvertes par un même métier
puisse être appris au sein de cette entreprise de formation. Parfait. Alors, oui, encore une petite mention. Évidemment, à partir du moment où un jeune commence un stage dans une entreprise, il va conclure un contrat d'apprentissage ou une convention de stage qui sera toujours accompagné par le délégué à la tutelle et qui permet aux jeunes apprentis ou stagiaires de bénéficier d'une allocation mensuelle qui est déterminée en fonction de votre parcours de formation et de votre niveau, évidemment, une fois que vous commencez la formation. Ok, super. Merci Isabelle. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez des questions de stage, Isabelle est là pour y répondre. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Gabriel vient de nous en poser une. Quels sont les diplômes que nous avons à la fin de la formation en électricité? Valérie, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Oui, donc en termes de diplôme, donc vous obtenez un diplôme de chef d'entreprise donc dans le métier que vous suivez, donc que ce soit en électricité ou pour tous les autres métiers qui sont présentés aujourd'hui, ainsi qu'un diplôme de gestion. Et donc, cela vous permet à la fin de vos 3 années de formation de vous installer comme indépendant. Ok, j'entends parler de diplôme de gestion. C'est le cas pour toutes les formations qui sont présentées aujourd'hui? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Donc, tu parlais du diplôme donc, de gestion. Est-ce que c'est le cas pour toutes les formations qu'on présente aujourd'hui? Voilà, donc non, ce n'est pas le cas pour toutes les formations parce que les formations, notamment en maçonnerie, c'est une formation de coordination et d'encadrement. Donc, c'est pour former des maçons chefs d'équipe. Donc là, effectivement, à la fin de la formation, on n'obtient pas le diplôme de gestion. Mais il est bien entendu que si la personne qui est intéressée par ce métier et qui veut effectivement s'installer en tant qu'indépendant à la fin de sa formation, pourra également suivre une formation en gestion pour pouvoir obtenir ses accès. Ok, super. Merci Valérie. On a peut-être encore une question pour toi d'ailleurs. Tep qui nous demande les cours sont-ils donnés en soirée ou en journée? Alors, donc pour tout ce qui est apprentissage, ce sont des cours qui sont donnés en journée de toute façon. Par contre, en chef d'entreprise, donc pour la peinture, ce sont des cours du soir, donc à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Donc, les cours du soir sont organisés de 18h à 21h30. Pour l'électricité et pour la formation Smart Home Domotique, ce sont des cours, donc en Smart Home Domotique, ce sera principalement en soirée. Par contre, les cours d'électricité, on a plusieurs classes, on a la possibilité de les faire en cours du jour ou alors en cours du soir. Okay. Et alors, pour la formation de maçonnerie, donc les cours, donc la particularité, c'est qu'effectivement, ce sont des formations donc, de l'EFP avec des diplômes qui sont attribués par l'EFP. Mais les cours de maçonnerie ne se donnent pas dans notre centre de formation parce que nous ne disposons pas de l'infrastructure pour cette formation-là. Et donc, on a un partenariat avec le centre FAC qui se trouve à Schaerbeek. Et les cours seront dispensés également en journée. Ok, centre FAC dans lequel se trouve Frédéric à l'heure actuelle qui nous fera peut-être une petite visite tantôt. Mais voilà, pour le moment, on a encore des questions qui tombent. Christelle qui nous dit quelqu'un qui est intéressé par le secteur de l'isolation ne peut pas trouver son bonheur chez nous. Ben, si, on peut trouver son bonheur chez nous, mais est-ce que dans le secteur de l'isolation, c'est le cas? Valérie, mais peut-être? disons qu'on n'a pas de formation spécifique concernant l'isolation. Maintenant, il est clair que dans la situation actuelle, les performances énergétiques, l'écologie, ce sont des accents qu'on met particulièrement sur nos formations. Donc, dans les formations, il y a des modules qui sont prévus pour l'isolation, pour l'étanchéité à l'air. Mais il n'y a pas forcément de formation définie qui s'appelle formation isolation, par exemple. Donc là, il faut vraiment se diriger vers un métier bien spécifique où on retrouve des modules bien spécifiques en isolation et en étanchéité des bâtiments. Est-ce que comme ça, de tête, tu as peut-être une idée des formations dans lesquelles on retrouve ces… Je pense que de toute façon, dans la formation de maçonnerie, on a ces modules, hein, donc en isolation, en étanchéité à l'air. Maintenant, il faut savoir que dans les référentiels ne sont peut-être pas toujours définis ces modules d'isolation, mais comme les personnes qui donnent cours dans ces formations-là sont des professionnels en activité et qui sont confrontés journalièrement à ce type de particularités, en tout cas, on évolue vers tout ça. Donc, je pense que chaque formateur qui effectivement travaille dans chaque domaine actuellement pousse vers ces techniques-là.
Ok, super. Merci. J'espère que Christelle aura eu réponse à sa question. Gabriel qui nous demande du coup, nous ne sommes pas considérés comme électriciens à la fin de la formation. On peut peut-être passer la parole à Magid, peut-être est-ce que les gens seront électriciens finalement à la fin de ta formation, Magid? Ça dépend à quel niveau il parle de certificatif, c'est-à-dire de point de vue certificat, ou Je bien suppose qu'il y a un point de vue certificat, mais déjà au niveau des compétences. de point de vue compétence, je pense qu'il faut se faire aucun souci. Je pense qu'on Ouais. commence depuis début d'année, ça veut dire que vous avez un cycle de 3 ans. Et si la première année, d'ailleurs, on l'appelle d'ailleurs une année préparatoire, c'est celle-là qui est vraiment la plus importante, fondamentale. Et leur présence, j'ai toujours insisté à ce que leur présence doit être est très conseillé qu'ils viennent. Je sais qu'il y a des conditions, etc. Mais leur présence est hyper importante. Manquer simplement une séance, 2 séances, et alors on voit les répercussions sur le cycle de formation de la personne. Alors, la personne ne doit pas vraiment s'inquiéter. Je pense qu'on touche à toute une panoplie de matériel, même les plus poussés technologiquement actuellement, à ce que vraiment la personne, quand il est sur le terrain, il n'y a aucun souci à se faire. Je pense qu'on est même beaucoup plus à l'avant. Je suis en même temps sur le terrain, comme je suis en même temps formateur à l'EFP. Je vois la différence. Alors, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui sont d'ailleurs formés que sur les terrains, et on a des gens qui viennent à l'EFP et qui passent par cette formation qui est hyper importante et qui finalement arrivaient après 3 ans à une formation. La différence est énorme. Croyez-moi, la différence est vraiment, c'est pas comparable. Quelqu'un qui est formé sur le terrain, on voit que vraiment à un moment, ça stagne de point de vue compétences. Mais quelqu'un qui est formé chez nous, ses compétences, ça reste ouvert. Et d'ailleurs, même de point de vue carrière, le parcours est différent. Ça veut dire quelqu'un qui était formé à l'EFP, plus loin, il peut s'ouvrir énormément de portes pour aller toucher jusqu'à la programmation des automates. Donc, c'est vraiment quelque chose déjà de plus poussé. Je pense que la personne ne doit pas citer. Du point de vue compétences, on a de point de vue théorique toute la théorie. Donc, on commence d'ailleurs depuis de base parce que quand vous arrivez chez nous, ça veut dire on essaie de prendre en charge la personne, sachant qu'on n'a jamais vu d'électricité, évidemment. Et puis, on arrive après, au fur et à mesure de l'année. Allez, je donne un exemple préparatoire. Ils commencent, ils arrivent à la première séance, mais ils ne connaissent rien de ce qui est électricité, évidemment. Alors, on le prend, on leur explique ce que c'est que le courant électrique de base. Et puis, on passe, je dirais, jusqu'au décembre. Moi, mon objectif personnel, c'est que je leur dis souvent, fin décembre, vous êtes capable, en fait, d'installer une installation entière pour une maison de point de vue câblage résidentiel classique. Je bien dit de classique, ça veut dire des interrupteurs normaux, je peux appuyer là, ça s'allume, je peux faire tout ce que je veux dans une maison. Et d'ailleurs, je leur donne un gros projet, ça veut dire de quelque chose que je prends sur le terrain, et je leur ramène ça sur la table, et je dis, les gars, c'est à vous, vous êtes électricien, plus ou moins maintenant résidentiel classique. C'est-à-dire déjà fin décembre, ça, ce qui est déjà pas mal. Alors, je pousse alors juste après, à partir de janvier, février, jusqu'au mars, je dirais. Et là, on touche à des technologies un peu plus poussées, je dirais. Tout ce qui est un peu gadget électronique qu'on met dans les tableaux. Et alors, ça veut dire que là, les compétences. Là, on voit déjà la différence entre quelqu'un qui est sur le terrain et entre quelqu'un qui est formé chez nous. La différence est énorme parce qu'en fait, il comprend comment ça fonctionne, évidemment, l'appareil. Donc, et puis après, on finit l'année vers des choses beaucoup plus complexes, c'est-à-dire comme des outils informatiques, parce qu'un électricien actuellement ne peut pas, par exemple, une fois qu'il a terminé l'installation pour un client, il doit fournir tout un certificat, des documents qui sont hyper importants pour les clients, parce que c'est avec ça que le client peut ramener le contrôleur, ou bien vraiment l'électricien peut aussi ramener le contrôleur pour dire si cette installation elle est conforme ou pas conforme. Et je pense que dans notre cas, on appuie énormément sur tout ce qui est ce qu'on appelle RGIE, Réglementation générale des installations électriques. Ça, les règles sont très strictes. Il faut vraiment bien les appliquer. Et je pense qu'on tape sur les doigts le long de l'année à ce que nos auditeurs soient vraiment à cette hauteur-là. Et moi, je suis hyper difficile d'ailleurs dans ce domaine-là. Je pense que si je dois un peu rassurer la personne, il n'y a aucun souci. Il n'a qu'à venir nous voir et je pense qu'on est là pour l'aider et il verra d'ailleurs lui-même jusqu'au fin d'année. Ce n'est pas à nous de juger, c'est à eux de juger vers fin d'année, vers quoi il est arrivé. D'ailleurs, ils sont souvent stupéfaits de leur formation eux-mêmes, de dire je ne pensais pas au début d'année que j'étais capable de faire ça. Voilà. Mais leur présence, j'insiste énormément, leur présence est hyper importante. Ok, parfait. Merci Magid. Donc, on aura bien compris que pour la formation installateur électricien, on est vraiment pris en charge de A à Z. Donc, on peut venir sans compétences et devenir, avoir toutes les compétences. Ce qui rejoint peut-être un peu une question qui est passée. On nous demande, est-ce qu'il faut des prérequis? Est-ce qu'il faut déjà certaines compétences pour la formation de Smart Home domotique?
Ah, ben ça, exactement. J'étais en train de lire parce que Valérie m'avait envoyé le référentiel, il vient de sortir, donc je ne l'ai pas encore terminé malheureusement. Mais je peux vous dire, si je peux partager l'écran parce que j'ai ici le référentiel, je pense que je l'ai ici. Ben, c'est simplement pour vous montrer un tout petit peu, ce que les conditions qu'ils ont. Je pense qu'ils demandent en fait d'avoir un CESS et les personnes qui n'ont pas eu spécialement de CESS, ils peuvent au moins montrer qu'ils ont réussi la fin du cycle. On a une clôture de 30 mètres. Quelqu'un qui a ouvert son micro. Je t'en prie, continue Magid, je vais essayer de regarder. Merci. Le micro. Voilà. Hop, je pense que comme ça tout est coupé. Je t'en prie Magid. J'entends toujours une vidéo, alors ça. Qui nous a proposé de tester. Effectivement. Voilà, donc je vous rappelle, essayez vraiment de garder vos micros coupés pendant la présentation, s'il vous plaît, parce qu'on a pas mal d'interférences qui arrivent du coup. Allô? 13 poteaux à sceller. Là, tous les micros sont coupés, Magid, il n'y a plus que le tien qui est allumé. En fait, on nous a... Voilà. Je suis désolé. Okay. Donc, je disais que, on y revient. Vous m'entendez? Oui. Oui, je pense qu'il y avait une vidéo qui était chez moi d'ailleurs, en fait. Voilà, ok, c'est pas grave. Voilà. Alors, je voulais partager en fait simplement l'écran pour montrer en fait les conditions d'accès à la formation. Comme ça, les gens peuvent à la limite lire, ou bien je peux simplement les lire. En fait, ce qu'on dit est la condition d'entrée à la formation, être titulaire d'un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente, ou document attestant la réussite de l'examen d'entrée à l'université, dans une haute école ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le candidat qui ne détiendrait pas de CSS peut présenter l'examen de l'IFAPME spécifique à ce niveau-là. Donc, ça veut dire de les... Voilà. D'accord, très bien. Donc, pour rappel, la formation Smart Home Domotique est toute nouvelle, mais voilà, d'après ce qu'on a bien compris, les compétences, ce sera peut-être plus un CESS, mais en termes d'électricité, je pense qu'on peut venir sans pour autant en avoir. Si je veux dire, c'est préférable quand même d'avoir, parce qu'en fait, il faut se dire, Smart Home, tout ce qui est domotique, ça demande quand même pas mal de prérequis concernant l'électricité résidentielle. Mais ça, à la limite, je pense que quand j'ai vu le référentiel, au début, on prend en charge un peu cette formation-là. Ça veut dire de leur donner ces prérequis au début. Donc, ok, très bien. Voilà. Merci Magid. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter et bien vous annoncer. Voilà, dans l'onglet de conversation, voilà, les questions seront relayées à nos formateurs ou experts pour y répondre. Maintenant, si vous avez des questions peut-être d'ordre un peu plus administratif, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 85 210, le numéro de notre info accueil qui se fera un plaisir de vous répondre et de répondre à toutes vos questions. Alors, tantôt, j'entendais Valérie que tu parlais du fait qu'on travaille chez un patron. C'est vrai que c'est un peu le point fort de l'alternance. Est-ce que finalement, il y a de l'engagement? Est-ce qu'on trouve du boulot suite à ces formations? Alors, je pense qu'effectivement, les personnes qui suivent des cours chez nous ne sont pas toutes des personnes qui veulent s'installer comme indépendants. Là, on est bien clair. Ils ont la possibilité puisqu'ils obtiennent le diplôme pour, mais ils peuvent effectivement être engagés chez des patrons. Maintenant, je ne connais pas réellement le pourcentage d'engagement, etc., mais c'est clair et net que la formation en alternance ouvre des portes à l'engagement futur. Je pense qu'en apprentissage, la mise à l'emploi est quand même très, très importante. Donc, on n'est pas à 100%, mais on est plus proche des 85-90%. Donc, il y a quand même de la mise à l'emploi. Et je pense qu'effectivement, en chef d'entreprise, ça aide. Oui, ok. Ça aide beaucoup. Christelle était triste dans l'onglet de conversation parce que j'ai loupé sa question qui me demande: les élèves peuvent-ils, après une certaine période, ouvrir leur propre société? Je pense que voilà. En tout cas, à la fin de la formation, ils pourront l'ouvrir puisqu'effectivement, ils obtiennent leurs accès. Maintenant, il faut voir si ce sont des métiers protégés ou pas, quels sont les accès qu'on a besoin. Et donc, effectivement, il y a des formations pour lesquelles il y a possibilité de déjà s'installer avant d'avoir terminé la formation.
Ok, Mais super. bon, je pense que le but, c'est de suivre la formation jusqu'à la fin pour avoir vraiment tous les atouts et tous les acquis pour pouvoir effectivement créer sa propre société et que ça fonctionne, quoi. Évidemment, évidemment. Merci Valérie. Voilà, Christelle, j'espère que ça a répondu à ta question. Je propose peut-être qu'on fasse un petit tour du côté du centre fac avec Frédéric. Eh bien, peut-être pour nous montrer les installations et aussi pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va voir, grosso modo, hein, lors de cette formation et peut-être aussi répondre à la question tantôt de l'isolation. Est-ce que finalement, il va y avoir un petit peu d'isolation dans cette formation? Dans la formation, oui, il va y avoir un peu d'isolation. Pas vraiment spécifique, mais sur le métier de l'isolation, mais on en fait, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, Ok, et d'accord. de plus en plus d'ailleurs. Et les infrastructures derrière toi, c'est là que vont travailler nos futurs apprenants, nos futurs auditeurs? Oui, exactement, c'est là où ça se passe. En fait, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit muret qui a été fait ici. Oui. Il commence comme ça, avec une petite pyramide d'abord, et après on fait les côtés. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit très bien. Et voilà, après on commence avec des autres murs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Oui, derrière, effectivement, on voit les, bien. les murs derrière, un peu plus avec une fenêtre, avec des aplombs bien spécifiques. Il y a aussi un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un peu par là, un mur en croix pour vraiment apprendre tous les aplombs à faire. Là, c'est assez compliqué à faire, mais c'est très intéressant. Après qu'on a fait ce muret, on sait bien faire les aplombs surtout. Voilà. Okay. Et après, il y a encore d'autres murets. Tout le monde ne commence pas au même niveau, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Il y a des murets en bloc aussi, après les murs de bloc. Je ne sais pas si vous les voyez. Si. Voilà. Ok, super. Là, c'est les blocs. Merci Frédéric. Voilà, donc d'où l'intérêt de notre collaboration avec le Centre Fac, puisqu'on a de super infrastructures pour vous permettre d'apprendre au mieux les métiers que vous allez choisir, alors que ce soit maçon, électricien ou peintre en bâtiment. Pour ce qui est de la peinture, je me tourne peut-être plus vers Angelo cette fois-ci. Voilà, on parle de peinture, mais il n'y a pas que ça. Tantôt, j'entendais parler de revêtement de sol. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette formation, Angelo? Tout au long de notre parcours, on va commencer par faire des peintures dans des box, donc une initiation à enduire, poncer, peindre. Ensuite, une fois que ces prérequis sont acquis, on va passer au revêtement plutôt muraux, genre pose de papier peint, pose de revêtement de sol aussi, collé ou pas collé, des poses de parquet flottant aussi, autoportant, ou des dalles de vinyle aussi en autoportant, en imitation parquet. Ensuite, on passera plutôt à des peintures décoratives. On fera des préparations sur des boiseries et on apprendra aux élèves à faire du faux bois, par exemple. On fera aussi, comme disait notre collègue le maçon, on apprend les aplombs aussi pour la pose de moulure. Okay. Et ensuite, on tapisse autour. Parfait. Merci Angelo. Voilà donc tout ce qu'on va voir. On a encore une question ici de Nicolas. Nicolas qui nous demande comment se passe la formation en alternance dans une entreprise. Donc là, on a déjà un peu répondu à la question tantôt, mais il nous demande beaucoup d'observations. Y a-t-il de la participation? Je ne sais pas si la question est assez claire et si Isabelle peut y répondre. Oui, c'est très clair comme question. Voilà, okay. Alors, la réponse va être assez claire aussi. Nous sommes dans le cadre de formation en alternance de longue durée. La majorité de nos formations durent 2-3 ans et on dépasse très certainement le stade du stage d'observation. Donc, l'idée de l'alternance, ça n'est pas d'observer ce qui se fait dans une entreprise pendant 2 ans ou 3 ans. C'est vraiment d'apprendre et d'être confronté à toutes les techniques d'un métier. Alors, bien entendu, les apprentissages sont progressifs. C'est évident
qu'un patron ne va pas confier à son apprenti ou à son stagiaire dès les premiers mois l'installation d'un coffret électrique, par exemple. Donc, il y a bien entendu une progression dans les tâches qui sont confiées à l'apprenant par le chef d'entreprise, mais il y a vraiment cette notion de progression sur la durée de la formation en articulation avec ce qui est vu évidemment en centre de formation, que ce soit en théorie ou en pratique, en atelier, en centre de formation, et puis progressivement parvenir à réaliser ces tâches dans l'entreprise. Les délégués à la tutelle va aussi s'assurer en suivant le jeune lors de son stage en entreprise, que cette progression se passe bien de façon articulée entre l'entreprise et le centre de formation via un support de carnet de suivi, de manière à ce qu'au bout de la formation, l'entièreté des tâches ait pu être réalisée par l'apprenant. Et pour rejoindre justement une des questions qui avait été posée tout à l'heure d'un des auditeurs qui disait par exemple en électricité, est-ce qu'on est électricien à la fin de la formation, à laquelle Magid a déjà répondu tout à l'heure, eh bien oui, aussi bien en théorie qu'en pratique, celui qui arrive au terme de la formation, qui présente son jury de fin de formation, doit pouvoir montrer aux membres du jury qu'il est capable, qu'il a tout vu et qu'il a atteint toutes les compétences requises pour être un professionnel complètement formé au terme de sa formation, avec quelqu'un qui a déjà finalement 2-3 ans d'expérience professionnelle via une insertion en entreprise. Voilà, finalement, c'est ça la force de l'alternance, c'est qu'on sort de là avec des années d'expérience, en fait. Oui, tout à fait. Et si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose, Charles, Je t'en prie. pas longtemps, mais donc tu rappelais tout à l'heure effectivement que le centre qu'il y avait moyen de contacter le centre pour toute info par rapport aux inscriptions. De la même manière, pour toute question qui serait relative au stage en entreprise, nos délégués à la tutelle, même s'il n'y a pas moyen de les rencontrer physiquement pour l'instant, sont aussi à disposition par mail ou par téléphone. Toutes les infos se trouvent aussi sur le site de l'EFP. Ok, efp.be, super. Merci Isabelle. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre workshop. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Voilà, un petit sondage justement pour voir si on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. On peut encore rester là quelques secondes, voire quelques minutes. Je ne sais pas si l'un de nos invités ou peut-être Valérie, un petit mot pour la fin, pour conclure ce workshop. Moi, je voudrais simplement dire, parce que c'est vrai qu'on a toujours la tendance à parler des jeunes quand on parle de contrats d'alternance, de stage, etc. On parle toujours de nos jeunes en entreprise. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour s'inscrire à nos formations à l'EFP. Qu'on ait un niveau d'études d'enseignement secondaire ou qu'on soit universitaire ou qu'on soit en reconversion professionnelle, il y a possibilité de s'inscrire à l'EFP. Donc, on ait 18 ans ou qu'on en ait 45, la formation est ouverte à tous. Ok, super. Venez donc tous, nous dit Valérie. En gros, c'est ça. Et si je peux compléter, bien sûr, vas-y. Si je peux compléter aussi, personne ne sera laissé non plus seul dans son apprentissage, quel que soit l'âge effectivement et quel que soit votre niveau au départ. Il y aura un accompagnement en centre de formation par les formateurs, au suivi des contrats par le délégué à la tutelle et en entreprise par un tuteur en entreprise qui accompagnera tous les jeunes et moins jeunes au cours de leur formation pour veiller à ce que ça se passe le mieux possible. Ok, parfait. Eh bien, merci. Merci à tous. Voilà les résultats du sondage. Les gens sont assez satisfaits de vos réponses finalement. Donc, merci à tous nos invités. Merci à Angelo, merci à Magid, merci à Frédéric au Centre FAC d'avoir été présent pour répondre à toutes les questions. Merci aussi à Isabelle et Valérie pour répondre à nos internautes et merci à vous d'être venus. Je suis un peu perturbé, excusez-moi, parce qu'il y a une petite question qui vient d'arriver en dernière minute. J'aimerais faire une formation de chauffagiste ou technicien chauffagiste qui dure 1 an si possible et avoir accès à la profession. La formation chauffagiste, est-ce que c'était hier ou avant-hier? Je ne sais plus. Valérie. Alors, c'était mercredi, mais effectivement, pour répondre directement à la question de ce monsieur, donc nos formations sont des formations qui sont organisées sur 3 ans en règle générale. Et donc, malheureusement, après 1 an, il ne pourra pas s'installer comme indépendant et avoir son accès à la profession.
Ok. Par contre, ne vous en faites pas si vous avez raté un workshop qui vous intéressait. Ils sont tous enregistrés. Voilà, donc on devra faire quelques montages et après ils seront disponibles pour que vous puissiez les revoir et retrouver les informations dont vous avez besoin. Bon, une petite dernière question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'apprenants par classe finalement? C'est une question qui est assez difficile à répondre parce que ça dépend des professions, ça dépend d'un tas de choses. Il y a des ateliers qui nous obligent à limiter le nombre de participants, mais n'ayez crainte, si effectivement il y a des formations pour lesquelles on a vraiment beaucoup de demandes, on multipliera les classes pour permettre à tout le monde de s'inscrire à ces formations-là. Maintenant, on ne se retrouve pas dans des auditoires universitaires. Hein. On est bien clair que, en règle générale, dans les formations en construction, on ne va jamais au-delà des 30 participants par métier et par classe. Merci Valérie. Voilà, donc on a répondu à toutes les questions. On vous a déjà tous remerciés. On le refait une dernière fois. Et voilà, on espère vous revoir très vite à notre centre de formation. Et n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressés pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà, une bonne journée à tous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.